Alors, travailler à l'étranger, c'est un rêve pour pas mal de monde, non? Mais au-delà de l'image un peu idéalisée, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce choix? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les motivations, les différents chemins possibles et les réalités, parfois complexes, de cette grande aventure. Pour y voir plus clair, voici notre programme. D'abord, on va essayer de comprendre ce qui pousse les gens à partir. Ensuite, on fera bien la distinction entre les deux statuts principaux, être frontalier ou être expatrié. Après ça, on plongera dans les chiffres. L'équation financière et fiscale, c'est crucial. Puis, on explorera l'expérience humaine, la vie de tous les jours. Et pour finir, on verra que la décision va bien au-delà du simple chèque à la fin du mois. Bon, alors, allons-y. Qu'est-ce qui déclenche cette envie, parfois ce besoin, de traverser les frontières pour sa carrière? Souvent, la première réponse est très puissante et très concrète. Et voilà, ce témoignage, il est assez parlant, non? Ça illustre parfaitement le premier moteur, le plus évident, le gain financier. Imaginez un peu, doubler son salaire brut en seulement 2 ans. C'est le genre de bond en avant qui change une vie et qui rend des pays comme le Luxembourg ou la Suisse si magnétiques. Mais attention, tout n'est pas qu'une histoire de gros sous. En réalité, c'est plutôt un cocktail de motivation. Bien sûr, il y a les salaires, mais il y a aussi un marché du travail qui peut être beaucoup plus dynamique, des portes qui s'ouvrent sur une carrière internationale, une fiscalité parfois bien plus douce, et puis cette idée et cette perception d'une meilleure qualité de vie. C'est vraiment l'ensemble de ces facteurs qui créent ce fameux appel de l'étranger. Ok, disons que l'idée a germé. Maintenant, la grosse question c'est comment fait-on? On devient frontalier ou on s'expatrie pour de bon? Ce n'est pas du tout un détail, parce que ce choix a des conséquences énormes, que ce soit sur le plan juridique, fiscal ou tout simplement personnel. Alors la première option, la plus connue peut-être, c'est le statut de frontalier. C'est un grand classique, surtout pour ceux qui vivent près de la Suisse, du Luxembourg ou de la Belgique. Le principe est simple, on va chercher le salaire d'un pays tout en gardant sa maison, sa vie de famille et ses habitudes dans son pays d'origine. C'est un peu le meilleur des deux mondes, sur le papier. Et puis il y a l'autre voie, beaucoup plus radicale disons. L'expatriation. Là on ne fait pas que passer la frontière pour aller au bureau, non. On plie bagages, on déménage tout, sa vie personnelle, familiale, économique, tout part dans le pays d'accueil. On devient résident, avec tout ce que ça implique. Mettons-les côte à côte pour bien voir. Le frontalier, il reste résident de son pays d'origine, ce qui va souvent déterminer où il paye ses impôts grâce à des accords entre pays. L'expatrié, lui, bascule complètement dans le système du pays d'accueil. Pour la Sécu, en général, c'est le pays où l'on travaille qui prime, pour les deux. Mais la vraie différence, elle se joue au quotidien. Un trajet, parfois long, contre une immersion totale dans une nouvelle culture. Allez, on passe au nerf de la guerre, l'argent. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, l'attrait financier est souvent au cœur du projet. Mais la vraie question, c'est comment s'assurer qu'un salaire plus élevé se traduise par une vraie hausse du pouvoir d'achat et de l'épargne. C'est toute la complexité de l'équation. Regardez-moi ces chiffres, c'est assez frappant. Ils montrent qu'à niveau de vie comparable, le potentiel d'épargne peut être complètement différent. Prenez le Luxembourg. Dans ce scénario, on pourrait mettre de côté presque la moitié de son salaire net. C'est juste énorme. Ça explique très concrètement pourquoi tant de gens font le calcul et font leur valise. Mais il y a un mais, et il est de taille. Attention au miroir aux alouettes. Ce témoignage, il est essentiel. C'est bien beau d'avoir un gros salaire, mais si tout part dans un loyer ou un crédit immobilier exorbitant, eh bien le gain s'évapore. L'important, ce n'est pas le salaire net, c'est ce qu'il reste à la fin du mois, une fois qu'on a tout payé. Et ça, c'est un point super important. Il y a une ligne rouge à ne jamais franchir. Le but du jeu, c'est d'utiliser la loi intelligemment, d'optimiser sa situation. Ce n'est pas de tricher ou de contourner la loi. La nuance est fondamentale. Pour que ce soit bien clair, il y a 3 niveaux en gros. L'optimisation, c'est tout à fait légal. On se sert des règles, des accords entre pays. La fraude, là, c'est carrément illégal. On ment, on cache des revenus. Et entre les deux, il y a cette fameuse zone grise de l'évasion, où l'on joue avec les limites de la loi. C'est là que le risque est le plus grand. Alors comment le fisc fait la différence entre une vraie et une fausse expatriation? Eh bien, il regarde un ensemble d'éléments, ce qu'ils appellent un faisceau d'indices. Si la famille reste en France, si on garde sa maison, ses comptes en banque principaux, tous ces éléments, mis bout à bout, peuvent les alerter. Et les conséquences peuvent être très lourdes, avec des pénalités qui peuvent monter jusqu'à 80%. Bon, on a beaucoup parlé chiffres, impôts, mais une expatriation, ce n'est pas un tableau Excel. C'est la vie, la vraie, celle de tous les jours. Et c'est une expérience humaine, avec ses moments géniaux et ses difficultés. Cette comparaison entre deux vécus, elle est fascinante. D'un côté, le système français, qui offre cette tranquillité d'esprit que beaucoup nous envient, on sait qu'on sera soigné. De l'autre, le système américain, ultra efficace, rapide, mais la facture derrière peut faire très mal. C'est un vrai choix de société et un arbitrage personnel.
la sécurité ou l'efficacité à un certain prix. Ah, la paperasse. Ça, c'est un grand classique et une source de frustration énorme. Devoir gérer des choses avec l'administration de son pays d'origine à distance, ça peut vite tourner au cauchemar. Les systèmes en ligne ne prévoient pas toujours les cas particuliers, les courriers se perdent. C'est un stress quotidien qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et puis, il y a un sujet dont on parle moins, le retour. Après des années à l'étranger, revenir peut être un choc. On se sent en décalage. Les codes au travail ont changé, les discussions entre amis tournent autour de références qu'on n'a plus. On peut avoir ce sentiment très étrange et parfois un peu triste d'être devenu un étranger chez soi. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Et on voit bien que si l'argent est souvent le point de départ, la décision finale de partir, de rester ou de revenir est une alchimie beaucoup plus complexe et personnelle. Au final, la décision, c'est un équilibre. Le gain financier, bien sûr, ça compte pour un bon tiers, on va dire. Mais il ne faut surtout pas oublier le reste. L'évolution de carrière, le style de vie, la culture, la famille. Chaque élément a son poids. Ignorer l'un de ces aspects, c'est risquer de faire un choix qui a l'air super sur le papier, mais qui rend malheureux dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ça, l'idée centrale à retenir. Un plus gros salaire sur la fiche de paye ne signifie pas automatiquement une vie meilleure. Le succès d'une expatriation, ça se mesure en mettant tout dans la balance. Le coût de la vie, bien sûr, mais aussi la qualité des soins, la facilité à se faire des amis, la distance avec ses proches, et tout simplement ses valeurs personnelles. Et donc, tout nous remène à cette question, qui est finalement la seule qui compte. Qu'est-ce qui définit pour soi une vie meilleure ? Est-ce que c'est l'argent, la carrière, le temps libre, la sécurité ? La réponse, elle est différente pour chacun d'entre nous. Et c'est seulement en y répondant le plus honnêtement possible qu'on peut savoir si l'aventure de travailler à l'étranger est vraiment faite pour soi.